Et bonjour aux téléspectateurs de cet premier atelier des universités d'été 2021. J'ai le plaisir d'ouvrir cette séquence en présence. Merci Patricia. Ça marche pas. Il y a un problème avec le zap. Les slides ne passent pas. Ah mais ça s'allume. Ça s'allume bien en vert, mais ça n'avance pas. Ah, ça y est. Ah, on a été trop loin. Ah oui, là, tout passe d'un coup. Donc, examen de conformité fiscale. Vous allez, on va tous en parler. Donc c'est un dispositif qui date du mois de janvier 2021, le 13 janvier si mes souvenirs sont bons. Donc c'est tout récent. Et donc pour parler de ce sujet, j'ai le plaisir d'avoir sur ce plateau Frédéric Iannucci, qui est administrateur général des finances publiques et le chef du service de la sécurité juridique et du contrôle fiscal. Merci d'être présent, monsieur Iannucci. Patricia Sellière, qui est chargée de mission en relation de confiance. Patricia, ça fait un moment que vous êtes sur ce sujet de la relation de confiance. On va en parler donc auprès du chef de service de la sécurité juridique et du contrôle fiscal de Bercy. Et puis Jean-Pierre Cossin, que je ne présente plus, mais que vous connaissez tous, conseiller maître d'honoraire à la Cour des comptes. Merci Jean-Pierre de ta présence. Eh bien, on va tout de suite démarrer sur le CF en rappelant peut-être d'où vient ce dispositif. Il n'est pas né le 13 janvier, en fait, c'est le résultat d'une réflexion qui a presque plus de 10 ans, en fait, sur une nouvelle relation entre le contribuable et l'administration fiscale. Frédéric. Bien, merci Monsieur le Président. Merci beaucoup au CROEC Île-de-France et donc à Laurent Benoudis pour votre invitation. Merci également aux compagnies régionales des commissaires aux comptes. Donc nous sommes très honorés avec Patricia Sellière de nous exprimer devant un tel auditoire. On n'a pas l'habitude d'ailleurs des projecteurs, on travaille plutôt dans l'ombre d'habitude. Nous savons que ces universités d'été sont un événement incontournable de la profession comptable francilienne et nous sommes d'autant plus heureux d'y participer. Je me suis laissé dire que parmi les 5000 visiteurs attendus, il y avait ceux qui venaient pour se former, pour s'informer sur l'actualité réglementaire, que certains étaient curieux de découvrir les nouvelles offres des partenaires. D'autres venaient pour s'inspirer, nourrir leur réflexion sur l'évolution de la profession. Alors avec l'examen de conformité fiscale, nous espérons répondre à l'ensemble de ces aspirations, car il s'agit d'un outil novateur à la disposition de la profession et d'autres professions. Ça vous offre la possibilité d'exercer une nouvelle mission qui est reconductible chaque année, qui vous permet de vous conforter dans votre rôle d'accompagnement et de sécurisation. Donc nous notons votre intérêt pour ce dispositif, parce qu'on voit déjà la place d'honneur dans ces journées d'université d'été en ouverture de ces 3 jours. Alors je peux déjà vous dire que sur les débuts de l'examen de conformité fiscale, donc on a enregistré un peu plus de 21 000 ECF pour les exercices clos au 31 décembre 2020. Alors pour le moment, c'est 21 000 cases cochées dans l'alias. Voilà, exactement. Vous n'avez pas encore reçu les comptes rendus. Il y a le délai après pour avoir les comptes rendus de mission. Alors on peut voir ça sous 2 aspects, dire 21 000, c'est pas beaucoup compte tenu de l'ensemble de la population potentielle. Inversement, on verra le côté positif. Les textes d'application ne sont sortis que le 13 janvier 2021, après une longue concertation, et puis une crise sanitaire, malheureusement, qui a un peu retardé les choses. Et donc 21 000, voilà, c'est pas rien. Le chemin est long pour aussi vous convaincre, vous, de l'intérêt de cette prestation, convaincre vos clients. Mais voilà, pour nous, c'est quand même un bon début dans une démarche que je vais un peu exposer, qui va au-delà, effectivement, du seul ECF. Alors, j'ai noté qu'un autre temps fort de ces ateliers était consacré à l'aide aux entreprises en difficulté.
vous vous interrogez sur comment accompagner les entreprises en sortie de crise. Et cela me permet vraiment de souligner le rôle essentiel de vos professions aux côtés des chefs d'entreprise depuis le début de la crise sanitaire. Et je tiens vraiment à saluer tous vos efforts de conseil, de prévention des risques et d'accompagnement. Ça rejoint une des préoccupations qui a été et qui est toujours la nôtre à la DGFiP. Parce que vous savez qu'on s'est aussi beaucoup mobilisé pour accorder des délais, aménager des échéances, et puis en mettant en place le versement du fonds de solidarité. Et nous, y compris, sous l'aspect contrôle fiscal, on a participé à cette aventure pour essayer de cibler un peu quand même l'attribution de l'aide. Et maintenant, pour essayer de contrôler les cas les plus frauduleux. Parce que malheureusement, il y a toujours des profiteurs de guerre et des escrocs qui viennent se glisser dans ces mécanismes. Voilà, donc on a beaucoup de défis communs, on en a d'autres à venir. Je citerai le chantier pharaonique de la facturation électronique que nous engageons de manière assez déterminée. À la fois sous l'angle gestion fiscale pour faciliter les démarches des entreprises, et puis je ne le cacherai pas, avec un angle aussi contrôle pour essayer d'éviter les fraudes les plus manifestes dans les circuits de TVA. Voilà, donc on a beaucoup de liens au quotidien sur nos métiers et nos relations s'inscrivent dans une longue tradition de concertation. Donc c'est la raison pour laquelle il nous semblait tout à fait naturel de vous associer à l'élaboration de l'examen de conformité fiscale. Comme je disais, une concertation assez longue, avec plusieurs itérations, avec plus de 50 partenaires depuis la mi-2019. Commissaires aux comptes, experts comptables, avocats fiscalistes, organismes de gestion agréés notamment. Et en raison de votre proximité avec les entreprises et votre rôle traditionnel d'expertise et de certification, la participation des professionnels du chiffre a été particulièrement active et votre contribution très, très pertinente, nous conduisant à retenir bon nombre de vos propositions. Alors, sans les citer toutes, on peut noter que c'est grâce à vous, finalement, que le délai pour transmettre le compte rendu de mission est de 6 mois, alors qu'on avait une vision plus restrictive de 3 mois à l'origine, mais vous nous avez expliqué que matériellement, ça ne vous laissait pas le temps de conduire sereinement les opérations. Vous nous avez signalé qu'on était sur un champ un peu trop restreint d'entreprises, tel qu'on les qualifiait à l'origine. Donc aussi grâce à votre apport, on a bien étendu à l'ensemble des bénéfices non commerciaux, des bénéfices agricoles. On a suivi des suggestions pratiques, notamment sur le renvoi à la doctrine fiscale pour délimiter le périmètre des règles de détermination des charges à payer. Et puis, on a été sensible à vos arguments aussi sur les sujets d'exhaustivité de contrôle, en admettant, on y reviendra sur certains points, des contrôles par sondage, parce qu'il est évident dans certaines entreprises qu'on ne peut pas faire du contrôle exhaustif sur les amortissements, les provisions notamment. Voilà. De notre côté, on a introduit une tolérance contractuelle concernant votre responsabilité à l'égard de vos clients. Là aussi, c'est un point sur lequel on reviendra. Donc, je vous remercie sincèrement et avec Patricia pour votre investissement dans ce nouveau produit. On a sans doute des marges de progression et d'ajustement. Il faut toujours essuyer les plâtres quand on lance quelque chose de nouveau. Donc, il y a peut-être des choses à perfectionner et améliorer. Donc, on est aussi à l'écoute, bien entendu, de vos remarques. Patricia centralise déjà beaucoup de vos remontées. Alors voilà, je vous propose d'entrer un peu plus dans le détail de la présentation à plusieurs voix. Donc la première grande question, c'est un peu de contexte. D'où vient le CF? Alors ce n'est pas quelque chose qui est sorti comme ça subitement de notre imagination.
Ça s'inscrit dans un contexte beaucoup plus général, alors, qui était celui de la DGFiP ces dernières années, mais qui a été beaucoup renforcé en 2018 par la loi dite ESSOC, pour un État au service d'une société de confiance, avec de notre côté une dichotomie assez marquée entre bonne foi et mauvaise foi. Donc on a une ligne de partage qui est peut-être un peu simpliste, parce que la réalité est un peu plus nuancée, entre le contribuable de bonne foi et le fraudeur. Et donc sur le contribuable de bonne foi, que vous représentez largement, un message, nous, en interne, de bienveillance, d'accompagnement, pour éviter au maximum des erreurs, une mauvaise connaissance d'une réglementation qui est assez complexe, vous le savez encore mieux que nous, et être pas dans la sanction, mais dans vraiment l'accompagnement, le droit à l'erreur. Donc ça a été un peu le point de départ d'une offre globale sur ce qu'on appelle la nouvelle relation de confiance. Il y avait déjà une relation de confiance, donc on essaie de renouveler l'exercice, mais en donnant un contenu très, très concret, donc que Patricia est chargée de coordonner en administration centrale. Donc c'est un enjeu en interne aussi, parce qu'il y a un sujet un peu culturel aussi, dans la conduite à tenir par nos services, qui fassent bien justement ce départ entre bonne foi et mauvaise foi. On a un enjeu vis-à-vis de l'extérieur, et c'est pas très facile, j'en discutais avec Jean-Pierre Cossin. Les gens se focalisent sur les chiffres des redressements fiscaux. Quand on publie notre rapport d'activité, les journalistes ne voient qu'un chiffre, c'est le montant des redressements fiscaux. Et donc nous, il faut qu'on explique que structurellement, ce chiffre des redressements fiscaux est amené à diminuer. Parce que dans les redressements fiscaux, les gens confondent en plus redressement et fraude. Dans les redressements fiscaux, en gros, on a 70-80% des redressements qui viennent d'erreurs ou d'une méconnaissance de la loi et non pas d'une intention de frauder l'impôt. Et donc, plus on va faire de l'accompagnement en amont, plus mécaniquement, enfin moins mécaniquement, on devrait récupérer de choses en contrôle fiscal. Donc voilà, on a un enjeu de communication sur ce point-là, pour dire que l'important, c'est que les impôts soient perçus en temps et en heure, et non pas qu'on fasse des chiffres records en contrôle, en arrivant à N+2, +3, et en mettant des fois en péril d'ailleurs la pérennité des structures qu'on contrôle. Donc voilà, ça ne veut pas dire bien entendu qu'on ne fait plus de contrôle fiscal, mais on essaye de le cibler sur des zones de risque, et au contraire de développer des zones de confiance dont le CF participe, où logiquement on devrait moins avoir à intervenir. Donc voilà, c'est un sujet assez général. Donc il y a eu une offre plus globale avec 7 points. Le prédécesseur de notre ministre actuel avait fait un lancement public le 14 mars 2019. Donc avec, outre l'examen de conformité fiscale, on a perdu le diaporama, donc je vais il va revenir, il s'en va. Regarder un peu plus mes papiers pour être sûr de rien oublier. Donc avec une opération majeure d'accompagnement fiscal des entreprises, alors avec un volet PME qui est décliné en région. Alors pour l'Île-de-France, c'est la DDFiP 92 qui est à la manœuvre, mais avec l'appui des autres structures départementales ou régionales. Donc là, avec vraiment une démarche d'accompagnement. La finalité, c'est de délivrer des rescrits pour sécuriser des opérations. Donc avec un ciblage qui était à l'origine plutôt sur les entreprises en croissance et en développement, pour accompagner ces phases critiques de développement, mais il y a un champ qui peut être plus large.
Donc ça a démarré assez doucement et on arrive maintenant à trouver un régime de croisière. Alors, ce n'est pas du tout concurrent de votre action, ça je veux vous rassurer, parce qu'il y avait des craintes un peu aussi en disant si la DGFiP fait de l'accompagnement, est-ce qu'elle ne va pas empiéter sur nos domaines d'intervention. Donc ce n'est pas du tout l'objectif, et donc on est saisi d'ailleurs par des experts comptables sur des demandes de rescrit. C'est aussi le fait qui n'est pas que symbolique pour des entreprises d'avoir un interlocuteur identifié au sein de l'administration fiscale qui lui servent de point d'entrée. Et donc voilà, c'est tout à fait complémentaire. De toute façon, on n'aurait pas les moyens de se substituer à vous. Donc rassurez-vous, nous ne sommes pas une menace sur ce terrain-là. Ce volet il se décline également sur les grandes entreprises. Peut-être juste Frédéric rappeler qu'il y a un atelier qui est consacré à cet accompagnement fiscal des PME jeudi, donc de 10h30 à 11h30, et je l'animerai avec la direction des finances publiques des Hauts-de-Seine. Et la DRFiP aussi, non? La DRFiP nous aide à l'organisation, mais voilà. Tout à fait, sera représenté par notre intermédiaire. Voilà, donc rendez-vous après-demain matin pour approfondir ce sujet et bien expliquer justement notre positionnement. Donc un volet sur les grandes entreprises donc, qui, sous le vocable de partenariat. Donc comme il y a moins de très grandes entreprises, là, il y a des liens peut-être encore un peu plus approfondis pour là aussi sécuriser ces grandes entreprises dans certaines de leurs opérations. Alors, je ne me rappelle plus combien il y a d'entreprises dans le partenariat et combien il y en a d'accompagnement PME. 45 groupes. 49 groupes en partenariat. Et 2500 entreprises filiales. Et pour l'accompagnement des PME, on était à 600. Oui, presque à peu près 600. 600. Troisième point, c'est l'encouragement de démarches spontanées de mise en conformité. Donc là, ça concerne toutes les entreprises. C'est pour parler encore plus clairement, enfin là vraiment une démarche un guichet de régularisation. Donc là, on est quand même dans des comportements qui la plupart du temps sont susceptibles de donner lieu à des pénalités fiscales, mais pas que. Et avec, à l'image de ce qui s'était fait pour les personnes physiques avec le service de traitement des déclarations rectificatives, une sorte de guichet de régularisation qui permet l'application de pénalités moins fortes et qui surtout permet d'échapper au risque pénal, puisque là on est dans la démarche spontanée de régularisation, de déclaration rectificative. Donc ce n'est pas des enjeux massifs en nombre, mais je vous le dis, vous pouvez avoir des clients qui malheureusement sont dans cette situation-là. Ça désactive, nous, la dénonciation obligatoire au procureur, puisqu'on est dans une démarche de rectification spontanée. En matière de contrôle fiscal, donc il y avait des avancées importantes avec la garantie fiscale qui donc oblige l'administration à prendre position sur les points examinés lors d'une procédure de contrôle, que ces examens aient donné lieu ou pas à des redressements. Donc là aussi, c'est un aspect sécurité juridique important. Avec des nouveaux droits en cours de contrôle pour améliorer le dialogue sur l'organisation et l'extension des recours hiérarchiques et l'organisation des interlocutions. Donc j'espère que c'est bien décliné aussi au quotidien et que vous en voyez les effets. Et puis, point très important, donc c'est la mobilisation, mais ça rejoint des points que j'ai déjà évoqués sur les rescrits. Avec nous une clarification des circuits, notamment d'administration centrale, sur les points d'entrée, la volonté de les traiter dans des délais raisonnables. Alors c'est compliqué, parce que plus on a de demandes, bien entendu, et plus c'est difficile de répondre dans des délais très, très courts. Et puis en essayant de publier le maximum de rescrits de portée générale pour que justement la règle et son interprétation soient bien connues à l'avance. Dans cette offre globale, il y avait aussi, nous, la volonté d'appuyer les entreprises à l'international. Alors c'est plutôt des grandes entreprises,
notamment dans leur démêlés avec des administrations fiscales étrangères, pour essayer de dénouer des contentieux ou des difficultés d'interprétation des conventions. Et puis, un point qui est assez important, qui est notre volonté aussi d'identifier le plus rapidement possible ce qu'on appelle les sujets de place. Parce qu'on voit malheureusement des fois au fil des contentieux qu'on a des sujets qui se développent. Et donc, on a un intérêt commun à identifier ces sujets le plus en amont possible et nous à préciser les règles applicables. Donc, on a eu un premier exemple qui a abouti à la publication de fiches pédagogiques sur les taux d'intérêt intra-groupe. Alors là aussi, ça concerne des entreprises d'une certaine taille, mais on avait vraiment une multitude de contentieux suite à des contrôles fiscaux sur les règles de fixation de ces taux d'intérêt. Et c'est un sujet qui n'est pas évident, parce qu'il n'y a pas de vérité scientifique au centième de taux d'intérêt près, pour voir quels sont les référentiels qu'on peut valablement retenir pour déterminer quel aurait dû être le bon taux d'intérêt sur des transactions, sur des prêts intra-groupe. Voilà. Et donc, l'examen de conformité fiscale s'inscrit dans ce contexte. Donc, ça reprend quand même dans la philosophie ce qui pouvait exister avec les centres de gestion agréés, qui étaient déjà des tiers de confiance auprès d'une population alors, qui était plus restreinte et qui historiquement était un peu plus rétive aux démarches fiscales et administratives. Donc on a changé d'ampleur, puisque c'est l'ensemble des entreprises et c'est ouvert à toutes les professions du droit et du chiffre. J'ai vu dans une revue juridique, il y a un avocat, Thierry Vieux, qui est un de nos anciens collègues d'ailleurs, qui prenait l'image du contrôle technique des véhicules. Donc c'est un peu ça aussi, pour essayer d'imager le produit, qui peut être un peu austère vu de l'extérieur. Voilà, c'est 10 points de contrôle annuels, ceci, pour éviter une sortie de route. Donc voilà, sur le contexte général, donc je vous redis que du côté de la DGFiP, il y a une volonté réelle à tous les échelons d'être dans l'accompagnement pour les gens qui sont dans cet état d'esprit. L'ECF, c'est typiquement ça, c'est la volonté de l'entreprise d'être en conformité. Et dans la logique du dispositif, l'entreprise qui fait appel à vous, c'est bien qu'elle a la volonté de se mettre en conformité, de suivre vos recommandations. Alors après, on abordera tous les cas intermédiaires où le compte-rendu de mission ne serait pas avec 10 feux verts surtout. Mais je crois que ce qu'il faut bien expliquer à l'entreprise, c'est qu'elle rentre dedans, c'est bien parce qu'elle a la volonté de satisfaire à ses exigences minimales. Voilà, donc je laisse Patricia qui coordonne donc en administration centrale tous les sujets relations de confiance entrer plus dans le détail. Donc elle a à la fois la lourde mission de coordonner les services de la DGFiP et puis d'assurer le contact avec l'extérieur et notamment avec vous. Et donc voilà, c'est pour ça que certains d'entre vous la connaissent déjà bien mieux que moi. Merci beaucoup. Patricia, juste avant de vous laisser la parole, j'ai une petite question à poser à Jean-Pierre. Donc on comprend qu'aujourd'hui, l'administration fiscale, en fait, elle est très dure avec ceux qui fraudent. Et on l'a vu ces 10 dernières années par l'augmentation des sanctions et de la police fiscale, en fait. Et puis, cette nouvelle relation de confiance qui fait que lorsqu'on a des contribuables qui font preuve de transparence, qui font preuve de franchise, voilà. On joue plus avec le fisc aujourd'hui, c'est ça, en fait, l'idée. T'en penses quoi ? Je crois que ça a été dit par M. Iannucci, c'est une révolution culturelle, une double révolution culturelle à mon sens, puisque pour les experts comptables, se comporter quelque part en inspecteur des impôts, si on veut bien, techniciens de la fiscalité qui sont déjà, et d'autre part pour les inspecteurs des impôts qui ont eu devant eux pendant des décennies des experts comptables qui étaient les défenseurs de l'entreprise contrôlée et qui faisaient leur métier, c'est-à-dire défendaient leurs clients. Il faut dire que c'est une perception nouvelle
Et cette perception nouvelle elle s'explique sans doute par l'environnement de votre profession, mais je ne vais pas le développer. C'est le fait que les commissaires aux comptes ont quand même un peu disparu de certaines entités et qu'il y a quand même une catégorie d'entreprises qui n'ont pas de double contrôle, quelque part, il faut dire la chose simplement. Et puis d'autre part, l'avenir, on va dire entre guillemets, est difficile ou à redéfinir des organismes de gestion. Et donc dans tout cet environnement du contrôle fiscal, c'est une vraie révolution. Et je regrette qu'une chose, c'est mon âge. Parce que ce que j'aurais bien voulu voir, c'est ce qui va se passer dans 10 ans. Parce que dans 10 ans, je suis persuadé que le décor sera tout à fait différent et que ce que disait tout à l'heure M. Iannucci, c'est-à-dire qu'au fond, on va voir disparaître progressivement le contrôle fiscal avec deux outils techniques, mais c'est l'informatique qui nous rend tout ça possible. C'est d'une part le grand chantier que vous êtes en train de mettre en place qui s'appelle la facture électronique, qui va vous permettre quand même, vous avez réfléchi, me semble-t-il, l'année dernière, il y a 2 ans, vous nous avez dit que vous n'alliez pas vous placer dans le cadre du pré-remplissage des déclarations de TVA, dans les décisions que vous avez prises. Ultime, ça. Oui, stade ultime, mais enfin, ça veut dire que dans un stade, on peut l'imaginer, et quand vous aurez fait un FEC qui aura été totalement harmonisé, sans critique, à quelque niveau que ce soit, par un développement systématique de l'examen de conformité, la messe se sera dite. Et on pourra faire un contrôle le soir en appuyant sur un bouton et tout sera fini. Que vont devenir vos confrères et vos collègues, je ne sais pas, mais vous nous avez laissé une piste. Il y aura toujours des fraudeurs, ceux qui voudront toujours profiter des choses, et là, l'inspecteur des impôts, il sera devenu quelque chose qui ressemblera quelque part d'ailleurs à un office judiciaire. Quelque part. Parce que la technique fiscale, moi ce qui m'inquiète le plus dans cette aventure, je m'arrête parce que je suis intarissable, ce qui m'inquiète le plus, c'est la perte de la technicité fiscale, globalement. Parce qu'on va devenir des pourvoyeurs de tuyaux, de tuyauterie, et puis après la technique, nous on a passé notre vie à aimer ça. La fiscalité et la technique fiscale, et bien demain, on laissera aux jeunes le soin de remplir des déclarations par informatique et de payer l'impôt, même de se le faire prélever tout seul. Merci, tu crois qu'asseoir la légitimité de l'expert comptable sur le déclaratif fiscal n'est pas un avenir? Ah oui, enfin, voilà. Mais c'est une vraie révolution. Je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Jean-Pierre Coussin. Je veux juste repréciser, oui, ce n'est pas la fin du contrôle fiscal. J'ai passé pendant 10 ans. Et je prends date, comme disait Léo Ferré. Alors, Patricia, comment ça marche, cette ECF? Bonjour à tous. Donc, je vais essayer de vous expliquer dans les grandes lignes comment s'organise l'ECF. Et on va quand même parler de technique fiscale, je pense, encore ce matin. Le cadre juridique, en fait, il se compose d'un décret et d'un arrêté. Le décret comprend 5 articles qui définissent en fait les règles et les modalités d'application de l'ECF, qui crée la prestation, qui fixe le champ d'application et ses bénéficiaires, et également qui précise la conduite à tenir selon un cahier des charges. Et le dernier article, le 5e article, concerne la date d'entrée en vigueur, et on l'a dit, c'était assez court puisque ça concerne d'ores et déjà les exercices qui ont été déposés au 31 décembre 2020. L'arrêté du même jour, du 13 janvier 2021, lui, il prévoit donc le chemin d'audit, également le cahier des charges pour la conduite à tenir, dont on va y revenir. Il a défini un modèle de compte-rendu de mission. C'est ce modèle que vous allez servir et qui sera obligatoirement transmis à l'administration. On va voir selon quelle modalité. Et puis, cet arrêté propose, je dis bien propose, un modèle de contrat, puisqu'il ne s'agit pas d'un contrat type, mais d'une proposition avec quand même quelques points incontournables. Et là, on y reviendra aussi. Alors, je ne sais pas si la présentation va se réveiller. Voilà. Alors, on vous dit que c'est une nouvelle mission pour la profession. J'ai l'impression que... Bon, il va se réveiller tout seul, voilà, je pense. Il faut le laisser vivre sa vie. Donc, c'est une nouvelle mission pour la profession. En réalité, c'est quoi? C'est une prestation de service. Une prestation de service qui est contractuelle. Ça veut dire que, justement, je le disais à l'instant, un contrat
va vous lier à l'entreprise. Donc, sur les caractéristiques en fait, de cet ECF, la caractéristique première, c'est que vous allez travailler en toute indépendance. Ce qui ne change pas votre façon de travailler, puisque je comprends que votre statut actuel, l'indépendance, c'est un principe majeur et qui est applicable à toutes les missions que vous réalisez, soit vous les experts comptables, soit vous les commissaires aux comptes. Donc je pense qu'à ce niveau-là, ce n'est pas un changement culturel. Exactement. Sur ce point-là. Donc on est tous d'accord, hein, quelle que soit la mission qu'on a en tant qu'expert comptable avec un client, on peut réaliser une mission de CF, y compris si on a une mission d'établissement des comptes, une mission de présentation, on peut faire une mission de CF. Ce qui n'est pas possible de faire, on m'a posé la question, c'est est-ce qu'en tant qu'expert comptable, je peux me faire mon propre ECF? Bon, ça, je crois on que ne là... l'a jamais posé cette question encore. mais donc voilà. Donc, vos règles déontologiques. voilà, donc si un expert comptable souhaite avoir un ECF pour ses comptes, il faut qu'il demande à un copain de s'en occuper. On est d'accord. Je pense que c'est mieux. Ensuite, l'ECF est formulé par l'entreprise, mais bien sûr, vous pouvez le proposer, déjà le faire connaître à l'entreprise et puis lui expliquer les garanties qui s'attachent à cet ECF. On va y revenir. Donc, vous allez vous prononcer sur la conformité aux règles fiscales, hein, sur les points qui sont prévus dans ce cahier d'audit et dans ce chemin d'audit et dans ce cahier des charges. J'ajoute que l'ECF n'est pas obligatoire, il reste encore facultatif, on n'a pas introduit d'obligation nouvelle à ce stade et ça relève donc d'une démarche de l'entreprise en concertation avec vous. C'est au prestataire donc d'examiner les différents points du chemin d'audit et de se prononcer, mais l'ECF n'est pas une revue d'ensemble. Laurent, vous évoquez tout à l'heure cette relation de confiance qui datait depuis une dizaine d'années, donc qui faisait référence à l'ancienne relation de confiance en 2013 qui existait et qui prévoyait une revue d'ensemble des comptes. Là, vous allez le voir, on n'est pas à ce stade, on a défini 10 points qui sont des points fiscaux usuels et qui ont une forte connexion avec la comptabilité. Alors, on va s'attarder un petit peu sur cette notion de prestataire parce que ça a pu interpeller. Vous avez noté qu'il n'y a pas de liste qui est prédéfinie, qui concerne les professions qui sont concernées et qui peuvent rendre cette prestation. Mais je vous rassure, il est nécessaire d'avoir des compétences fiscalo-comptables pour mener cet exercice. Et donc, c'est un exercice qui peut tout naturellement s'adresser aux professionnels du chiffre, aux professionnels de l'audit et également aux conseils fiscaux. Donc, comme c'est souligné dans la diapositive, en fait, on l'a rappelé également dans le compte-rendu de mission que les professions en charge de l'ECF étaient donc les commissaires aux comptes, les experts comptables, les OGA et bien sûr toute personne qualifiée pour mener cette analyse sur les 10 points qui sont, on verra, des points obligatoires, sauf si l'entreprise n'est pas concernée par un des points. Donc, cette mission, elle peut être réalisée, on disait, par tout expert comptable qui est intervenu dans la production des comptes déjà et dans la tenue de la comptabilité ou qui exerce une mission d'assistance dans les obligations déclaratives. Alors peut-être que Laurent veut vous commenter ou rappeler un point sur l'article 146 du Code de déontologie. Non, merci. Non, donc on va... Non, juste préciser, vous l'avez vu quand vous avez rempli les liasses fiscales, vous avez coché la case j'opte pour faire un ECF et vous indiquez le nom du prestataire qui sera en charge de cet examen de conformité fiscale. Ça veut dire qu'en tant qu'expert comptable, on a très clairement la main sur l'établissement de cet examen de conformité, sachant qu'aujourd'hui, c'est un compte-rendu de mission PDF qui est transmis par messagerie sécurisée, mais demain, alors demain c'est peut-être 2023, on verra, voilà, ça sera un fichier EDI qui pourra, en toute logique, être adressé
directement avec l'alliage fiscal. C'est-à-dire que dans une démarche qui est organisée et structurée par l'expert comptable cabinet, on peut très bien imaginer établir le dossier de révision et la mission de présentation, puis rajouter la couche examen de conformité fiscale et joindre à l'alliage fiscal les documents. Quel intérêt il y aurait à refermer le dossier pour le rouvrir 3 mois après et réaliser cette prestation, autant l'intégrer dans nos travaux annuels lorsque le client souhaite qu'on lui établisse un ECF en même temps qu'une mission de présentation des comptes. Donc on va être dans un système où si la profession s'empare de cette mission et l'intègre dans sa pratique, devrait être l'essentiel des productions de CF devrait être faite par les experts comptables. Et on ne voit pas à quel moment on peut, dans ce schéma, si on arrive à cette production de l'EDI, intégrer un tiers extérieur, que ce soit un cabinet d'experts comptables qui ne ferait que ça, un OGA, CGA ou je ne sais pas quoi, ou un commissaire aux comptes. Après, il y a une autre mission qui, celle-ci, ne s'adresse pas aux clients d'un expert comptable. Et moi, j'ai vu qu'en fait, il y avait pas mal d'entreprises d'une certaine taille qui étaient assez sensibles à l'ECF. Je ne sais pas si c'est la cible que vous aviez en tête quand vous l'aviez fait, mais il y a des entreprises d'une certaine taille qui n'ont pas d'expert comptable aujourd'hui, puisqu'ils n'ont pas vu l'intérêt, ou un commissaire aux comptes qui fait une mission de certification, mais qui souhaitent avoir une sécurité fiscale, notamment en matière de provision, d'amortissement. C'est des vrais sujets qui les intéressent. Et là, on peut commencer, nous, experts comptables, à avoir une offre de service à destination de ces entreprises, de grosses PME, ETI, pour les sécuriser dans leur approche en matière fiscale. Et là, pour le coup, c'est une mission qui ne s'appuierait pas sur une mission de présentation, mais qui serait directement réalisée par l'expert comptable en tant que telle. Tout à fait. Donc, ce qu'on peut retenir, en fait, c'est une prestation indépendante que vous pourrez réaliser en effet, soit au moment de l'établissement des déclarations, soit plus tard, parce qu'on vous a laissé du temps, vous allez le voir, on vous a laissé le temps nécessaire pour mener cet audit dans de bonnes conditions. Donc je reviens à l'article 2 du décret qui prévoit que l'ECF est accessible à toute entreprise. Donc ça c'est important et Frédéric l'a rappelé, grâce à votre contribution, nous avons étendu le champ de la prestation puisqu'initialement dans la définition était adossée à celle des commerçants du Code de commerce et vous nous avez fait remarquer qu'on n'englobait pas certaines activités comme les activités BNC ou les exploitants agricoles. Donc c'est corrigé, ça donne une prestation maintenant, un champ assez large et ça, on s'est adossé finalement à la définition qu'on connaît dans le Code général des impôts qui prévoit toutes les activités professionnelles. Donc c'est l'article 34 et 35 du Code général des impôts pour les activités industrielles, commerciales ou artisanales, l'article 92 pour les BNC et l'article 63 pour les bénéfices agricoles. Donc ce qu'il faut retenir en fait, c'est que l'ECF s'adresse à toutes les entreprises qui exercent une activité professionnelle. Donc, à contrario, nous avons écarté la gestion d'un patrimoine, par exemple, toutes les activités d'SCI, de revenus fonciers, par exemple, qui ne relèvent que de la gestion patrimoniale, qui ne sont pas astreints à la tenue d'une comptabilité. Par contre, une SCI qui ferait de la gestion immobilière, qui aurait opté à l'impôt sur les sociétés, pourrait tout à fait recourir à l'ECF. Absolument, tout à fait. Ou une SCI qui loue des locaux meublés, vous savez qu'elle relève automatiquement de l'IS, donc elle est dans le champ de l'ECF. Et évidemment, moi j'ai pas mal de demandes aussi de la part de clients qui sont loueurs en meublé, non professionnels ou professionnels, pour s'assurer qu'il n'y a pas de problème au niveau des amortissements. Bon, c'est l'essentiel de leur charge en fait. Hein. Et sur si vous me permettez, cette extension à toutes les entreprises me paraît quasiment répondre à une obligation constitutionnelle, parce que dès l'instant qu'on offre aux contribuables de se placer dans une démarche de civisme fiscal, j'ai beaucoup réfléchi, je me suis dit au nom de quoi on pourrait interdire à une entreprise ou même à un contribuable de se placer dans cette démarche. Et donc rien que ça, pour moi, règle la question. Donc si nous poursuivons maintenant, nous arrivons en fait à la thématique de la conclusion de l'ECF. En fait, il y a trois hypothèses à retenir.
une fois que vous avez mené l'audit, soit vous pouvez rendre vos conclusions sur l'ensemble du chemin d'audit, donc vous pouvez vous positionner, savoir si le point est conforme ou non conforme. À ce moment-là, le compte-rendu est transmis à l'administration. Donc Laurent a expliqué que sur les 2 premières années, nous sommes en train de prévoir mettre en place le tuyau en fait pour la transmission de ce compte-rendu. Donc il sera transmis via la messagerie sécurisée de l'entreprise en format PDF, mais à terme, nous évoluerons vers une télétransmission en mode EDI. Le prestataire ne peut pas rendre ses conclusions parce qu'il n'a pas été mis en situation de le faire. À ce moment-là, pour nous, l'administration, l'ECF est considéré comme n'ayant jamais commencé. Donc, vous aurez coché en amont sur l'alias fiscal, renseigné la case indiquant qu'une intention de mener l'ECF aura été prise au moment du dépôt de la déclaration. Et pour autant, au moment de l'établissement de l'examen, cet examen n'est pas conduit jusqu'au bout, eh bien, pour l'administration, il est réputé ne pas avoir eu lieu et il n'y a pas de conséquences à en tirer plus que ça. Ensuite, la troisième hypothèse, c'est que le prestataire peut rendre ses conclusions, mais uniquement sur certains points. Vous allez voir sur les 10 points du chemin d'audit, il se peut que pour certains, vous n'arriviez pas à vous prononcer. À ce moment-là, eh bien, il faudra indiquer que le point n'est pas validé si vous n'avez pas pu vous prononcer sur ce point-là. En revanche, le compte-rendu pourra être transmis avec les autres points qui auront fait l'objet d'une position. Donc, comment l'administration est-elle informée? On l'a un petit peu dit. Juste, on va passer au sujet suivant. Et sur ce sujet, c'est-à-dire qu'on se dit tous, si je fais un ECF partiel, et qu'il y a 1 ou 2 points non validés, c'est comme si j'envoyais un message à l'administration fiscale en disant « Venez contrôler mes provisions ou venez contrôler mes amortissements si je n'ai pas pu les valider ». Non ? Ça ressemble. C'est une question. Hein. Vous êtes dur avec nous. Hein. Je vous laisse répondre l'un de vous deux. Mais... Alors, il y a une présomption de bonne foi dans l'exercice. Et ce qu'on peut dire, c'est quand on entre dans la démarche de la mise en conformité, c'est que l'entreprise, on part du principe qu'elle est de bonne foi. Et donc, elle souhaite se mettre en règle avec la loi fiscale. Et on a prévu cette hypothèse, mais en réalité, on imagine mal quand même l'entreprise qui ne souhaite pas collaborer et qui ne souhaite pas faire acte de transparence et vous mettre en situation de vous positionner. Enfin, je pense que ça ne nous paraît pas tout à fait... Nous, le signal principal en termes de programmation, c'est est-ce qu'il y a un ECF ou est-ce qu'il n'y a pas d'ECF. Donc, nous, le voyant qui pourrait s'allumer, c'est quand il n'y a pas d'ECF. Après, quand il y a un ECF, on est dans des zones quand même plus balisées. C'est pas parce qu'il y a un point qui n'est pas validé. Enfin, nous, on n'a pas dans l'intention de faire de la programmation fine en allant traquer le point non validé dans un ECF. Alors après, il y a bien sûr tous les cas de figure. Hein. Peut-être que par ailleurs, on avait d'autres risques identifiés sur l'entreprise et que ça rejoint ce point-là. Mais voilà, il ne faut pas imaginer qu'on est dans un univers, nous, machiavélique, où vraiment en programmation, on va aller traquer le moindre indice. Enfin, vu la masse des entreprises, il faut bien que vous ayez conscience, de toute façon, il faut qu'on concentre, nous, nos efforts sur les risques les plus importants. Et le risque le plus important, ce n'est pas l'entreprise qui aura souscrit un ECF et dont un point ne sera pas validé. Alors, sachant qu'en fait, il y a toujours le choix aussi quand même de transmettre ou pas le compte-rendu de mission. Alors après, c'est peut-être à voir avec votre client, mais si le client estime que justement il peut y avoir ce risque, vous voyez avec lui, mais vous pouvez faire comme s'il n'y avait pas eu le CF. Enfin, nous, à la limite, ça ne nous regarde pas. La case aura été cochée, on n'aura pas le compte-rendu de mission, mais comme dans d'autres cas... C'est-à-dire qu'on est d'accord sur le fait qu'un ECF ne permet pas d'éviter tout contrôle fiscal. Ah non, ça a toujours été clair là-dessus. Ça, c'est clair. Par contre, aujourd'hui, quand vous programmez des contrôles fiscaux, vous avez des éléments qui vous permettent d'identifier qu'il y a potentiellement un risque de fraude sur cette entreprise. Et là, l'ECF va être un des critères qui va rentrer dans cette programmation, c'est ça? Voilà. Nous, on le dit clairement, l'ECF diminue les chances ou les malchances d'être programmé en contrôle fiscal, parce qu'on a suffisamment à faire par ailleurs
avec des risques identifiés. Nous, ça nous sécurise sur des points fondamentaux de la vie fiscale de l'entreprise. Donc voilà, bien sûr, on ne peut pas dire non, il n'y aura pas de contrôle fiscal si AECF avec les 10 points validés. Mais dans les faits, ça diminue considérablement le risque qu'on aille à s'intéresser à l'entreprise. Parce que nous, voilà, il y a une notion de tiers de confiance. Donc il y a quelqu'un qui a assuré les diligences minimales qui nous permet de croire que l'essentiel des règles fiscales sont appliquées correctement. Et aujourd'hui, le critère, c'est il y a un ECF ou il n'y a pas d'ECF. Mais il y a un ECF, il est complètement validé ou... Ça, oui, je pense, Laurent, je parle évidemment sous votre contrôle. Il y a une première décision que l'on prend, c'est de vouloir faire un ECF. Et quand l'entreprise décide ça, si je lis bien les textes, elle se place dans une démarche de civisme fiscal. Donc déjà, le fait de mettre une croix dans une case est une démarche essentielle. Et à cet égard, je me permets de dire que l'information de l'existence d'un ECF auprès des entreprises, c'est quasiment une obligation de conseil. Juste pour ça, parce que est-ce que vous voulez ou non vous placer dans une démarche de civisme fiscal? Réponse, oui, je mets une croix. Deuxième question, à la suite de l'analyse des 10 points d'audit, on s'aperçoit qu'il y en a certains qui posent problème. Là, il y a une double possibilité, soit on dit on a fait 10 points, il y en a 2 qui ne sont pas validés, et on vient de dire que ce ne sera pas une nécessité de vérifier ces 2 points, contrairement à ce que tu pouvais penser. Ou bien on dit on ne va pas remettre cette année le contrôle d'une mission. Et l'année prochaine, puisque vous voulez vous placer dans le cadre d'une mission d'un civisme fiscal, l'année prochaine, eh bien ce point-là, il sera validé parce que vous allez tout faire pour qu'on puisse le faire. Et comme ça, dans 2 ans, le client, il est content. La première année, on n'a pas remis le dossier de rapport. La deuxième année, il y en aura un qui sera conforme. Et la vision la plus optimiste, c'est que l'entreprise suive vos recommandations sur le point ou les 2 points qui ne seraient pas tout à fait conformes pour justement régulariser tout de suite sa situation. Et ce qu'on vous explique avec Patricia, c'est que justement, quand l'entreprise se lance dans cette démarche, c'est bien avec l'idée que s'il y a des points qui posent problème, elle s'engage dans cette démarche de mise en conformité, de régularisation. Attention. En fait, on peut l'avoir... quand on regardera dans le détail les 10 points d'audit, mais le point numéro 2, qui est la conformité comptable du fait, qu'il peut arriver qu'il y ait des écritures de regroupement ou qu'il y ait des centralisations qui soient faites au niveau des caisses, qui ne soient pas dans les règles de l'art. Voilà, ça n'empêche pas que la comptabilité donne une image fidèle de la réalité des opérations, mais on ne remplirait pas parfaitement ce que vous attendez en termes de non-centralisation. Voilà. Donc on pourrait très bien avoir effectivement un contrôle d'une mission avec un point non validé sur cette conformité comptable, sans pour autant que ça entraîne des risques en matière fiscale. Donc, et l'idée, c'est évidemment de sensibiliser le client en lui disant il faut peut-être que tu changes ton logiciel de caisse ou ta manière de procéder pour améliorer ça. Ça c'est l'objectif. Je crois que c'est la vraie question des experts comptables que tu viens de soulever, Laurent. C'est il peut arriver que l'utilisation des analyses de FEC, un master, je ne sais pas quoi, je crois qu'il y a d'ailleurs un représentant qui est invité, qui va développer son outil dans une université. Il y en a plusieurs. Je crois. Enfin, qu'importe. Donc, on fait mouliner, parce que moi, j'ai découvert ça, on fait mouliner les FEC, et puis, pouf, on découvre qu'il y a des points rouges et des points verts, et des jaunes, et des bleus, etc. Alors, on regarde, c'est l'arc-en-ciel. Et là, je lis les points d'audit et je me dis, qu'est-ce qu'on veut savoir? Qu'est-ce que l'administration veut savoir? Elle veut vérifier que la comptabilité est sincère. Donc moi, je me pose une question, mais que je pose à tout le monde. Dans les anomalies éventuelles que le logiciel fait sortir, est-ce que je dois m'interroger pour savoir si ces anomalies sont de nature à remettre en cause la sincérité de la comptabilité ou pas? Et si je réponds que ça ne remet pas en cause la sincérité de la comptabilité, je dis que c'est bon. Voilà mon raisonnement. Donc, mais je conçois que les experts comptables qui savent faire ça très bien et qui sont très prudents, parce que tout doit être vert pour un expert comptable pour dire que c'est bien. Et nous, pas tout à fait, quoi. On se pose la question, est-ce que quand c'est pas vert, ça remet en cause le résultat? Si la réponse est non, c'est pas la peine de dire qu'il y a un truc qui est orange et que c'est pas bien.
Voilà mon raisonnement. Non, mais tout à fait. C'est comme ça qu'on a traduit aussi. Hein. C'est-à-dire que dans le point numéro 2, on nous demande de numéroter les pièces. Rares sont les clients qui numérotent leurs pièces. La vraie question, c'est est-ce que le chemin d'audit fonctionne? Est-ce qu'on peut aller de l'écriture comptable à la pièce comptable, de la pièce comptable à l'écriture comptable? Voilà, si on a un moyen qui permet de le faire, peu importe si on a numéroté ou pas les pièces. Enfin, j'imagine que c'est comme ça qu'il faut interpréter le... Voilà, merci. Oui, et si je puis dire un mot pour les cabinets, le vrai sujet, c'est le contrôle du travail du collaborateur. Quand vous raisonnez un peu, c'est ça le sujet. Les seuls qui vont être vraiment concernés sur la sanction, entre guillemets, de leur travail, c'est le collaborateur, parce qu'on va faire mouliner systématiquement et on va dire « Oh, ça, le libellé, le report à nouveau, il n'est pas bon, il y a des lettres, le lettrage n'est pas bien, le gommage, le nommage, n'est pas très bien. » Donc, en fait, l'expert comptable, qui fait un ECF, il va dire « Mon collaborateur n'a pas bien libellé les écritures. » Ouh là là. Mais est-ce que c'est de nature à faire que la comptabilité ne soit pas sincère? Non, mais c'est de nature à supprimer une prime. On ne peut pas rentrer dans ce débat. Ça ne nous regarde pas. Je vous propose de poursuivre pour vous laisser le temps aussi pour nous poser toutes les questions. Alors, comment l'administration va-t-elle être informée? On l'a déjà dit, c'est cette fameuse case qui va être cochée au moment du dépôt de la déclaration de l'alias. Nous savons donc qu'un ECF est programmé. À ce moment-là, le travail d'audit peut commencer ou aura déjà été mené peut-être pour les années suivantes. Et à ce moment-là, une fois que l'audit a été mené, eh bien, vous pourrez déposer ce fameux compte-rendu de mission. On vous laisse du temps parce que ce compte-rendu, il doit être déposé dans les 6 mois qui suivent la date du dépôt de l'alias. Je dis bien le dépôt et pas la clôture de l'exercice. Donc, une fois le dépôt, pour les exercices qui ne coïncident pas avec l'année civile, donc c'est 6 mois après la date du dépôt. Et pour les exercices qui coïncident avec l'année civile, donc c'est le cas pour l'exercice du 31 décembre 2020, vous pourrez le déposer jusqu'au 31 octobre 2021. Alors, c'est une mission annuelle. On ne fait un ECF que au titre d'une année. On ne peut pas faire d'ECF rétroactif sur les années antérieures. La question se pose, par exemple, sur une entreprise qui ne ferait pas l'ECF, mais qui, le jour de sa cession, pourrait souhaiter avoir une sorte de quitus fiscal par un ECF, à la demande de l'acheteur. Bon, est-ce que c'est peut-être une évolution à envisager dans le futur? Je ne sais pas si c'est... On a un dispositif un peu complémentaire qu'elle rescrit à ce moment-là pour sécuriser l'entreprise. Au moment où elle fait son opération de cession, elle peut venir nous voir sur les opérations contemporaines ou l'accompagnement fiscal des PME est aussi tout indiqué pour ce type d'opération. Alors, une fois qu'on a mis le doigt dedans... Et le contrôle sur demande n'existe plus? Alors, il existe toujours, mais il faut accepter d'être contrôlé. Il n'est pas beaucoup pratiqué. Non, mais une fois qu'on a mis le doigt dans l'ECF et qu'on envoie des ECF chaque année, si une année on n'envoie plus son ECF, là, c'est aussi un signal de contrôle fiscal, non? On n'y a pas pensé. C'est une idée. Non, enfin, je dis ça, c'est pour vendre la récurrence de ma mission à mes clients. Je leur dis, non, mais une fois que tu as commencé, là, je ne peux plus arrêter maintenant. Alors, par rapport à la mission, pour le compte-rendu de mission, vous allez le trouver, il est d'ores et déjà disponible, vous allez le trouver sur impôt.gouv.fr. Juste en dessous, sur la page d'accueil, il y a un bandeau. Vous pouvez inscrire examen de conformité fiscale et à ce moment-là, le moteur de recherche fait apparaître le formulaire adéquat. C'est le formulaire 3030 ou 3030 qui est millésimé 2021. Donc chaque année, on mettra à votre disposition un nouveau millésime qui sera donc afférent, comme Laurent l'a rappelé, à l'exercice qui vient de s'écouler, puisque la mission porte sur un exercice donné. Alors bien sûr, l'exercice, il peut excéder 12 mois si on est en cas de création d'entreprise ou si l'entreprise ajuste la clôture de son exercice. Ça, il n'y a pas de difficulté. Alors, on disait que c'est une prestation contractuelle, donc il y a un contrat qui va vous lier à l'entreprise. Une proposition de contrat a été faite, a été annexée à l'arrêté
Il s'agit donc d'une proposition, mais un certain nombre de points doivent figurer dans ce contrat. Si vous souhaitez l'adapter, je crois d'ailleurs que c'est le cas. On a un modèle sur le site du Conseil supérieur. Ce qui est incontournable, c'est bien sûr la période sur laquelle porte l'examen de conformité, les droits et obligations. Alors ça, on va peut-être s'arrêter un petit peu sur ce point-là, qui sont donc la clause résolutoire pour l'inexécution de contrat. Donc c'est la responsabilité qui est la vôtre dans l'exercice, sachant que l'entreprise doit faire preuve de transparence et mettre à votre disposition l'ensemble des éléments. Et si elle ne le fait pas, eh bien votre responsabilité sera limitée, notamment en cas de comportement dolosif ou frauduleux. Nous-mêmes d'ailleurs, en cas de contrôle fiscal, si nous constatons que l'entreprise est de mauvaise foi, eh bien, nous considérons que le CF n'est pas valide la concernant, et donc elle devra s'acquitter à ce moment-là des sanctions, le cas échéant, s'il y a des sanctions qui sont attachées. Alors, Jean-Pierre, toi tu considères que la responsabilité de l'expert comptable, elle est bien plus large s'il n'y a pas de CF que s'il y en a un? Ah oui, je pense. Je pense que la responsabilité de l'expert comptable est surtout une responsabilité devant l'ordre. Parce que j'ai beau chercher dans le CF au regard des obligations face à l'administration, j'en vois pas. On en parlera peut-être toujours pas. Par contre, le fait de faire un mauvais travail de CF, c'est une responsabilité d'un expert comptable face à l'ordre qui peut constater à un moment que l'expert comptable ne se comporte pas bien. Et je pense ça. Je pense que la responsabilité ordinale est plus importante que la responsabilité des textes. Et bien entendu, comme on est dans une situation où l'entreprise qui aura souhaité avoir un ECF peut avoir des avantages, le fait de ne pas lui dire que ça existe et qu'il pourrait avoir d'avantages, je pense, prenons un exemple, si une entreprise était contrôlée et qu'on remettait en cause sur l'année 2020 ses provisions, sans qu'on lui ait dit qu'il y avait pu avoir un ECF et que, eh bien, je ne suis pas persuadé, non pas sur les droits simples, bien entendu, mais sur les pénalités, on pourrait imaginer que l'entreprise reproche à l'expert comptable de ne lui a pas dit qu'il y avait un ECF pour lequel il n'aurait pas eu de pénalité du tout. Voilà, moi, je pense ça. Et donc, l'expert comptable, à mon avis, d'abord, je pense que c'est une mission sur mesure pour la profession. C'est de la comptabilité, c'est de la fiscalité de base, et ça, ils savent tout faire. Et avec un outil qu'ils maîtrisent. Si j'avais été président de l'ordre et qu'on m'avait demandé de préparer une mission nouvelle pour les experts comptables, j'aurais inventé le CF. Je partage ce point de vue à 100%, mon cher Jean-Pierre. Donc vous en avez rêvé et on l'a fait. Oui, on regrette que vous l'ayez étendu à tous les professionnels et pas que aux experts comptables. Oui, mais on regrette. Voilà. Centre des dispositifs. En fait, ça dépend évidemment de nous, de Jean-Pierre aussi, qui est militant, et de ce que vont faire mes confrères. Mais il faut que, moi, je les invite à s'emparer de cette mission et de la proposer systématiquement à tous leurs clients, d'en faire une sorte de mission par défaut. C'est ce qu'attendent de nous nos clients. C'est à la fois de la sécurité en matière fiscale et de l'optimisation. Et c'est pas parce qu'on fait d'un côté de l'ECF qu'on ne peut pas donner du conseil pour que la société se porte mieux dans tout un tas de domaines, que ce soit en gestion, en fiscalité, en social. Voilà. Donc les deux pendant sont les deux mamelles de l'expertise comptable, à la fois sécuriser l'entreprise et faire en sorte qu'on optimise autant que possible sa gestion, son fonctionnement, sa fiscalité, enfin tous les sujets qui la concernent. C'est ce qu'attendent nous, nos clients. Et il n'y a pas d'incompatibilité entre les deux approches. Alors, pour vous donner encore plus envie d'entrer dans l'ECF, je vais vous indiquer maintenant quels sont les intérêts, ou plus exactement les garanties qui sont attachées à cet ECF. Tout d'abord, ce dispositif, il est adossé à un point qu'on connaît bien en fiscalité, qui est la mention express. Ce sont les dispositions du grand 2 de l'article 1727 du Code général des impôts qui prévoit qu'en fait, que lorsque le contribuable a fait connaître à l'administration les motifs de fait ou de droit qui appuient sa position, eh bien, nous reconnaissons cette démarche et en cas de rectification, la rectification n'est pas assortie ni d'intérêt de retard ni de pénalité, puisqu'on considère que le contribuable nous a mis en situation de contrôler sa situation et de s'assurer que
il a tort ou raison. Donc c'est ce dispositif-là qui est adossé à l'ECF et qui permet donc que si nous remettons en cause un point, dans le cas où le prestataire l'entreprise n'aura pas suivi les préconisations de son prestataire, si nous remettons en cause en contrôle fiscal le point, il n'y a pas d'intérêt de retard ni de pénalité si l'entreprise est de bonne foi. Donc ça, c'est un point important. Le deuxième point important, c'est que... L'absence d'intérêt de retard, ça c'est unique, non? Oui, alors, c'est tout à fait inédit. C'est inédit dans le temps. En réalité, la mention express, normalement, on la formule dès le dépôt de la déclaration. Et d'ailleurs, si elle n'est pas formulée en même temps que le dépôt, c'est un motif pour ne pas la retenir. Or là, c'est vrai, vous avez raison de le souligner, ce qui est inédit dans cet examen, ce dispositif, c'est qu'on vous laisse du temps pour produire finalement les éléments de fait ou de droit sur lesquels vous vous appuyez. Tout à fait. On n'a pas d'autres dispositifs similaires. Un point qui va vous interpeller aussi, ce sont la possibilité pour le prestataire de vous demander, pour l'entreprise, de vous demander le remboursement des honoraires si un point aurait été validé par vous-même et qui était ultérieurement remis en cause. Donc elle peut vous demander le remboursement pour la part des honoraires correspondant au point redressé. Mais là aussi, le remboursement ne peut intervenir que si l'entreprise vous a mis à votre disposition l'ensemble des éléments qui sont nécessaires à l'examen, sans dissimulation, et bien sûr toujours la même référence à la bonne foi. Il faut qu'elle soit donc transparente et que nous n'ayons pas remis la bonne foi en cause. Oui. Non, mais ce dispositif est plus une sécurité pour l'expert comptable qu'autre chose. Hein. C'est-à-dire que souvent dans nos contrats, on aimerait bien systématiquement limiter notre responsabilité au montant des honoraires facturés et pas au-delà. Donc là, en l'occurrence, c'est le cas. Et alors, on rembourse les honoraires relatifs au point d'audit. Absolument. Donc on a facturé, je sais pas moi, 500 € pour vérifier 10 points, 50 € par point. En cas de contrôle sur les provisions, rappel, on devra rembourser au client 50 €. Donc, dans la limite, à condition que le redressement soit supérieur. Alors, je prends une hypothèse qu'on redresse 25 €. À ce moment-là, le remboursement est limité à 25 €. Sachant que le remboursement intervient normalement à la fin de la procédure, qui peut être soit une acceptation des rectifications. À ce moment-là, c'est la procédure que vous connaissez, la reconnaissance du droit à l'erreur, le L62. Ça peut être également au moment de la mise en recouvrement ou à l'épuisement des voies de recours, parce que vous avez aussi le droit de ne pas être d'accord. Oui, c'est très important, si je peux me permettre, de noter que l'administration a fait preuve d'une grande subtilité. Parce que, au fond, dans ce mécanisme, l'entreprise ne peut supporter aucun préjudice. La conséquence d'un contrôle et d'une rectification, c'est de payer l'impôt qu'on devait. Et quand on paye l'impôt que l'on doit, on n'a aucun préjudice. Par contre, la contrainte, c'est la pénalité. Comme il n'y a aucune pénalité, eh bien, l'entreprise ne peut pas subir de préjudice au regard de l'administration. Par contre, le seul préjudice qu'elle aurait pu subir, c'est d'avoir payé des honoraires à un mauvais professionnel qui a mal fait son travail. Et là, on lui dit, il faut rembourser ce que vous avez mal fait. Mais c'est tout. Mais comme l'expert comptable aura bien fait son travail, il n'est pas concerné. Théorique. C'est QFD. Voilà. Je vous propose d'aborder rapidement le chemin d'audit pour vous laisser du temps en fin de séance. Ce chemin d'audit, en fait, il rappelle à chaque fois, sur chaque point, le cadre juridique. Il préconise une méthode d'examen. Donc, et vous verrez que selon le nombre d'écritures, là aussi, on a fait preuve de hauteur de vue, puisqu'on a prévu méthode d'échantillonnage et de sondage selon les points. Et également, Frédéric l'a rappelé tout à l'heure, une possibilité sur certains points d'avoir une tolérance contractuelle entre vous et l'entreprise. Donc, les 10 points d'audit, on peut les découper en 3 grandes catégories. D'abord, les points 1 à 4 concernent plutôt la qualité comptable et la tenue de la comptabilité. On parlait tout à l'heure du caractère probant et sincère, donc c'est vraiment ça l'idée. Le point 5 concerne particulièrement les régimes fiscaux.
Et puis les 5 derniers points sont des règles typiquement fiscales, mais comme je le disais tout à l'heure, qui ont un lien important avec la comptabilité. Alors, le premier point, c'est la conformité du FEC. Donc, vous savez que l'obligation de présenter le FEC s'applique à toutes les entreprises qui tiennent une comptabilité au moyen d'un système informatisé. Donc, c'est l'analyse du format qu'on vous demande, qui est prévue à l'article A47A1 du LPF. Et dans le cadre d'une vérification de comptabilité, ce FEC doit nous être produit, une copie doit même nous être remise, et donc c'est un point incontournable de l'analyse de la qualité comptable. Donc on parlait d'outils tout à l'heure avec l'arc-en-ciel. Donc il y a un outil qui est mis à votre disposition, qui est l'outil test compta des maths. Vous allez me demander s'il est obligatoire. Non, il n'est pas obligatoire. En fait, ce sont les points de cet outil sont des points que nous regardons. Donc, c'est pour vous une grande aide. Mais si vous avez mieux en interne, bien sûr, il n'y a pas de contre-indication. Je vous propose de passer au point suivant sur la qualité comptable. Donc, tout à l'heure, il fallait apprécier le format. Là, maintenant, nous apprécions la valeur probante de la comptabilité et sur la correcte application des règles générales. Ça renvoie au BOFIP, donc CF-IOR 60-40-10. Et vous savez que les conséquences fiscales, c'est que lorsqu'il y a un défaut, une absence de conformité, ce sont les amendes qui peuvent être appliquées, ou alors le rejet de comptabilité si on considère que la comptabilité n'est pas sincère et probante. Mais je crois que là, vraiment, tout a été dit. Ce qui importe vraiment dans ce point-là, c'est d'être convaincu qu'on est face à une comptabilité qui est sincère, probante, et qui offre toute la sécurité nécessaire. Alors, les points importants parmi les différentes thématiques, c'est la date de validation des écritures comptables. Il faut s'assurer que la comptabilité est figée, qu'on ne puisse pas corriger 3 ans après les écritures comptables. Ça, c'est un incontournable. Le respect de la chronologie avec la souplesse qu'on évoquait tout à l'heure, c'est-à-dire que l'entreprise doit adopter un système chronologique sur les factures qu'elle émet, mais les petites entreprises, en effet, pour les factures fournisseurs, on pouvait évoquer le classeur de 200 factures qui nous a beaucoup animés dans nos débats antérieurs. Bien sûr, la petite TPE, on ne va pas demander qu'elle reclasse en interne selon un système de chronologie propre les factures fournisseurs. Généralement, enfin en tout cas moi c'est dans ma pratique, ce que j'ai vu dans les comptabilités, c'est qu'on reprend la numérotation du fournisseur dans les propres enregistrements comptables. Et donc, la séquentialité de la numérotation et des écritures par journal. Voilà, ça, ce sont les éléments, les points saillants sur la qualité comptable. Mais je pense que c'est une pratique que vous avez. Quand on examine une comptabilité, on se dit, est-ce qu'elle est sincère et probante, au regard aussi de la jurisprudence, qui est abondante sur le sujet. Et c'est un faisceau d'indices. C'est tout à fait juste ce qui a été dit juste avant. C'est pas un point, s'il y a un point qui n'est pas complètement dans les clous, c'est pas ça qui emporte le rejet de comptabilité pour nous-mêmes. Ça, vous l'avez vu dans les contrôles, parce qu'un rejet de comptabilité, c'est des conséquences fiscales assez importantes. Et d'ailleurs, nous travaillons sous le contrôle du juge, vous le savez, et il faut que nous motivions notre rejet de comptabilité. Les logiciels de caisse, donc ça c'est un dispositif qui est entré en vigueur en 2018. Tous les assujettis à la TVA qui ont des relations avec les particuliers sont astreints à présenter une attestation ou faire certifier leur logiciel. Il s'agit de quoi ? Il s'agit de nous rassurer sur le fait que la caisse remplit les conditions de sécurisation, de conservation, qu'elle soit pas, qu'elle puisse pas être, comment dirais-je, trafiquée, voilà. Et donc, votre travail dans ce cadre, c'est simplement de vous assurer de l'existence d'une attestation.
simplement. Juste, est-ce qu'elle existe? Est-ce que la société est tenue? Ça, vous le voyez par rapport à la nature de l'activité qu'elle exerce, et vous le voyez dans l'examen de la comptabilité, si elle tient une caisse ou pas. Et est-ce que vous faites un examen formel de l'attestation par rapport aux normes qui sont les siennes, AFNOR et autres. Ce n'est pas plus, en réalité, sur ce point-là. Le mode de conservation des documents, donc là, il s'agit de s'assurer que l'entreprise adopte elle sécurise la tenue de sa comptabilité, la conservation. Alors, souvent, l'expert comptable, d'ailleurs, la détient. Souvent, j'arrive, il la détient. En tout cas, les pièces justificatives, il faut s'assurer qu'elles soient en lieu sûr, pas au fond de la cave avec des risques d'inondation. Il vous faut simplement effectuer les vérifications préalables. Ça peut être l'analyse du système d'information de l'entreprise. Ça peut être donc les constatations de support que vous pouvez faire. Le questionnement aussi. Et puis, le rôle de conseil, on en parlait tout à l'heure, mais c'est dire à l'entreprise, voilà vos recommandations sur la conservation de vos pièces. En fait, il faut rester sur une démarche pragmatique sur ce point-là, et sachant que vous avez toujours la possibilité de recourir à la méthode par sondage, questionnement de l'entreprise. Et puis, évidemment, on a préconisé les visites sur place, mais ça s'inscrit dans une démarche plus large de bien connaître votre client, en fait. Si vous connaissez déjà bien votre client, vous savez comment il fonctionne, vous connaissez ses conditions d'exploitation, eh bien, vous serez rassuré sur la manière dont elle conserve ses documents. Et là, c'est important parce qu'il y a l'obligation de produire cette comptabilité en cas de contrôle, et puis il y a aussi les droits de communication qui s'exercent sur 6 ans, par exemple. Donc, il y a certains délais à respecter. Sur les régimes d'imposition, là, on peut aller assez vite. Je pense que c'est un point qui est relativement simple. Il s'agit de s'assurer que l'entreprise est dans le correct régime par rapport à son chiffre d'affaires, à ses résultats qu'elle réalise. Là où je peux attirer votre attention, c'est lorsque l'entreprise est dans un régime supérieur et que vous ne trouvez pas l'option. Ça, c'est un point sensible, c'est-à-dire que l'entreprise est dans le régime de droit commun, elle serait par exemple au RSI, et puis finalement, elle dépose une IAS sur le réel normal. Donc là, c'est important de s'assurer qu'elle a opté. C'est encore plus important, je dirais, en matière de TVA. Parce que si elle a opté pour la TVA, ça conditionne les règles de déductibilité, et c'est important d'avoir... Si on ne retrouve pas l'option? Alors, si vous ne retrouvez pas l'option, vous pouvez prendre contact avec le SIE pour savoir si l'administration, elle l'a, si elle la détient. Donc, bien sûr, elle vous la donnera. Ou si elle fait le constat qu'elle-même ne l'a pas, là, je vous invite à prendre rapidement la tâche du SIE et de déposer cette option. On retiendra toujours la démarche de bonne foi, parce qu'il y a un caractère un peu sanctionnant, surtout à la TVA, je vous le disais, c'est-à-dire que lorsqu'on est dans le champ d'application, lorsqu'on se place sur option dans le champ d'application de la TVA, toute TVA facturée est due, l'article 283.3 du Code général des impôts. En revanche, c'est la TVA déductible qui, elle, ne pourrait pas être admise en déduction. Donc c'est très sanctionnant. Il faut faire une démarche immédiatement et montrer sa bonne foi. Ensuite, on peut faire preuve d'application mesurée de la loi fiscale quand on a une entreprise qui, depuis 10 ans, se comporte comme si elle était de plein droit dans le champ et si elle remplit toutes ses obligations déclaratives et que c'est simplement une option formelle qui n'est pas retrouvée. Là, il faut faire preuve d'auteur de vue, je pense. Jean-Pierre? Moi, je pense que Patricia, qui disait que c'était un problème sur lequel il fallait passer vite, et pas du tout celui sur lequel il faut passer vite. Parce que c'est le problème, me semble-t-il, qui révèle des surprises. Parce que quand on fait l'audit des déclarations qui ont été déposées par l'entreprise, il faut quand même savoir si celles qui ont été déposées correspondent à leur bon régime. Et quand on s'aperçoit que ça ne correspond pas au bon régime pour les raisons qui viennent d'être indiquées, une option qui était mal faite, une activité qui n'était pas correcte, etc., eh bien, là, on a un vrai sujet. Parce que comment on peut régulariser cette affaire? Et depuis quand on va régulariser? Vous avez dit, vous avez 10 ans que je suis dans le mauvais régime. Mais moi, je fais un ECF pour 2020. Donc en 2020, je sais que je suis dans le mauvais régime, mais je le suis depuis 10 ans. Et la règle de prescription, c'est 3 ans. Je régularise quelle période si je dois régulariser?
Et alors, régulariser un changement de régime, vous le savez, hein, il faut aller au SIE, hein, parce que les tuyaux, ils ne marchent pas, là. Hein. Là, si on leur dit que vous êtes dans un mauvais régime, c'était une déclaration de REL, que ce n'était pas du REL, et qu'il faut changer le régime, ou bien qu'on avait fait une option qui n'est pas la bonne, alors à ce moment-là, il faut passer une demi-journée pour la régler. Ça, vous l'indiquez d'ailleurs, me semble-t-il, de dire qu'il faut prendre contact avec le SIE pour aller modifier ça. Pour moi, dans le support que j'ai fait pour l'ordre, hein, et le CAPC, je le mets pratiquement en début, en disant c'est là le vrai sujet. Parce qu'avant de savoir si tout ce que je vais valider est bien, ben, validons que les déclarations qu'on a prises étaient les bonnes. Si ce n'est pas les bonnes, eh bien on oublie. Et là, on va voir le SIE. Et alors, on vient d'avoir une bonne information. Le SIE sera gentil. Face à une entreprise de bonne foi. Et donc, vous ne m'avez pas bien écouté, Jean-Pierre. Je n'ai pas dit qu'il fallait passer vite. J'ai dit qu'il me semblait que ce n'était pas trop compliqué. Oui, voilà. Pas la même chose. Dans la généralité des cas. Quelques cas. Voilà. Dans la généralité des cas, je partage. Je partage. Des conditions qui se vérifient plus rapidement que d'autres. Bien sûr, bien sûr. Je vous propose de passer aux amortissements et aux provisions maintenant. Donc, ce sont les règles que vous connaissez bien, hein, de l'article 39.1.2 et 39.4 du Code général des impôts. Ce qu'il faut retenir sur ce point-là, c'est qu'en présence d'actifs importants, on a admis que le CF soit réalisé par sondage et porte sur un échantillon. Parce que vous n'allez pas, selon le nombre d'écritures, aller dans le détail de chaque point, ce qui pourrait représenter un travail important. Donc, vous nous avez demandé, et on a accepté, d'introduire une tolérance à ce niveau-là. Et donc, vous pourrez examiner que 50% des actifs immobilisés, s'agissant donc de ce point des amortissements, que ce soit les amortissements qui concernent les immobilisations corporelles, incorporelles ou financières. Donc c'est ça la souplesse, c'est-à-dire que si votre examen porte sur au moins 50% des actifs immobilisés inscrits au bilan, vous aurez rempli la mission face à un nombre d'écritures important. Et puis, la tolérance qui va avec, c'est-à-dire qu'il y a une tolérance contractuelle qui a été introduite dans votre responsabilité vis-à-vis de l'entreprise, c'est qu'il n'y aura pas de remboursement. On évoquait tout à l'heure la possibilité pour l'entreprise de vous demander le remboursement de la part des honoraires qui correspond au point qui aura été redressé, si le point est inférieur à 5% du montant des amortissements qui auront été remis en cause. Donc c'est une souplesse importante. Oui, précisément, moi c'était une question que je voulais vous poser tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il y a derrière la notion de tolérance contractuelle ? J'avoue que j'ai beaucoup de mal à voir ce qu'il y a. Une tolérance contractuelle, comme on est en présence d'un contrat entre une entreprise et son prestataire, c'est la tolérance dans le contrat, si elle est contractuelle. Et donc, est-ce que ça veut dire que dans le contrat, on pourrait dire qu'on aurait pu dire, s'il n'y avait pas eu cette mention, qu'on ne faisait qu'une partie des amortissements et qu'une partie des provisions, ou au contraire, le mot de tolérance contractuelle, j'avoue que j'ai du mal à voir ce qu'il y a réellement derrière. J'ai cru comprendre maintenant de dire, bon, on doit tout voir, mais moi, administration, dans votre contrat, j'interviens, et je dis que s'il y a moins de 5%, eh bien, les contractants, ils ne peuvent pas respecter le contrat qu'ils ont conclu. J'avoue que je sais que Frédéric est un grand juriste, mais j'avoue, j'ai beaucoup de mal à savoir ce que c'est derrière cette notion. La prochaine fois, on ne mettra pas de tolérance. Si ça complique. Non, mais ça veut dire que quand on est sur une marge d'erreur assez faible, on ne tire pas de conséquences du non-respect intégral. Mais voilà, c'est une souplesse. Il ne faut pas y donner une portée plus forte qu'elle n'en a. C'est de dire, voilà, on ne se réagit pas dès qu'on a un écart à la norme qui est minime. Oui, et puis en plus, bon, les conséquences, c'est de rembourser ou pas la quote-part d'honoraires. On parle de pas grand-chose, en fait. Voilà, donc, alors, provision. Oui, alors provision, on va aller vite aussi puisque l'heure avance. Donc c'est la même logique,
c'est-à-dire qu'il y a également une tolérance qui s'applique, tolérance contractuelle, et avant ça, il y a la méthode par sondage qui est également admise et qui vous permet donc d'alléger le travail d'audit, que ce soit la dépréciation des immobilisations corporelles, des stocks en cours, enfin des stocks en cours, de la dépréciation des comptes clients et des provisions pour risques et charges plus largement. Sur les charges à payer, c'est pareil, sachant que vous l'avez demandé, on a intégré la référence au BOFIP, donc ça va être c'est plus commode par rapport à la doctrine. Ensuite, la déductibilité des charges exceptionnelles, on va passer vite aussi parce que là, vous voyez bien qu'il n'y a pas de conséquences fiscales. On ne s'immisce pas sur le fait que vous avez, que ce ne soit pas le bon compte, le compte 66 au lieu du compte 64 ou 67 qui aura été servi. Pour nous, ce qui est important là, c'est que ces charges exceptionnelles soient en endroit dans le sens où elles ne sont pas des charges courantes. Et ce qui est important aussi, c'est de regarder s'il n'y a pas des charges qui n'ont pas été classées en charges exceptionnelles, que vous avez repéré, mais par l'œil de l'expert, par rapport à son montant, à son caractère ponctuel. C'est des choses qui pourront nous aider, nous, dans l'appréciation de la qualité des postes de l'alias fiscal. Ce que je vous propose pour terminer maintenant, c'est de vous rappeler que parce que les règles d'exigibilité en matière de TVA, c'est ce que vous pratiquez. Le rapprochement, ça vous le faites et vous savez qu'on le fait, donc il faut le faire. Le rapprochement chiffre d'affaires TVA, c'est un incontournable. Et ensuite, les règles d'exigibilité classiques, selon qu'on est en vente ou en prestation de service. Ce que je veux juste vous dire pour terminer et vous laisser du temps, c'est que la bonne foi de l'entreprise, elle est essentielle et qui est très important qu'elle vous fournisse dans un délai raisonnable pour vous permettre de travailler dans de bonnes conditions l'ensemble des pièces. Et c'est ça qui va en fait qui va soutenir la qualité de l'ECF. C'est vraiment la qualité, la pertinence des informations que l'entreprise pourra vous donner et que donc, si la bonne foi est contestée de notre part, eh bien, pour vous, ça implique aussi les mêmes conséquences, c'est-à-dire que votre responsabilité à ce moment-là, contractuelle, est déchargée. Alors, voilà. Ce qu'on peut dire, c'est-à-dire que lorsqu'on a une mission de présentation pour un client, les deux premiers points, c'est de savoir si on a un FEC et que la comptabilité est correctement tenue. On peut partir du principe que si l'entreprise a recours à l'expert comptable, ces deux premiers points sont validés d'autorité. Le troisième point, c'est de savoir s'il y a une attestation du logiciel de caisse. Ça, il faut la demander. Quatrième point, est-ce que les papiers sont bien rangés et qu'on peut les retrouver? Ça ne me semble pas très compliqué. Et ensuite, le cinquième jusqu'au 10e, options, provisions, amortissement, charges à payer, charges exceptionnelles, c'est dans notre dossier de travail. C'est-à-dire que le boulot, pour faire un ECF, quand on a une mission de présentation, à 90%, il est déjà matérialisé dans notre dossier de travail, il est déjà fait. Donc il n'y a plus qu'à rajouter quelques points de contrôle au regard de l'attestation de caisse et bien s'assurer que le client range correctement ses papiers pour être en mesure de sortir un compte rendu de mission. Donc c'est pour ça que je me dis que je ne vois pas à quel moment un tiers peut pouvoir proposer une mission de CF sur un dossier où il y a un expert comptable à un tarif qui serait plus intéressant que ce que peut faire l'expert comptable ou dans des conditions qui seraient meilleures. Et ça serait même l'inverse, ça serait même contre-productif parce que si jamais vous avez un organisme extérieur qui vient faire un ECF, le seul moyen qu'il a de le faire, c'est de récupérer votre dossier de travail et de vous interroger, de vous poser des questions. Et ça ne va pas prendre plus de temps, en vérité, que de faire un compte-rendu de mission. Alors, en fait, on a donné corps à une mission qu'on faisait déjà pour nos clients, la sécurité fiscale, sauf qu'on ne la matérialisait pas et elle n'existait pas concrètement. Elle était une sorte d'expectative gap. Alors, le client, lui, il a en tête, évidemment, que quand il nous confie une mission, il a des garanties fiscales, mais en vérité, il n'en avait pas. Et nous, on était un peu entre les deux en disant, mais ouais, voilà, c'est mieux de venir chez moi que de ne pas le faire, machin, voilà. Mais, voilà. Et donc là, on matérialise quelque chose qui était un non-dit, en fait, entre nous tous. Et je pense qu'effectivement, il aurait fallu que le président de l'Ordre l'invente, cette mission. Tu as raison, Jean-Pierre. Surtout que ça donne aux experts comptables une vision de la profession beaucoup plus importante qu'avant.
ça place l'expert comptable au niveau du professionnel qui débat avec l'inspecteur des impôts. Et moi, si vous voulez, sur le plan psychologique, je pense que ça change beaucoup plus qu'on ne pense. Quand hier, un inspecteur des impôts contrôlait une entreprise et qu'il disait la provision qui est constituée n'est pas correcte, est excessive, souvent insuffisante, ça n'existait pas. C'était souvent excessif. Eh bien, il discutait avec l'entreprise, même si c'était l'expert comptable qui était l'intermédiaire. Mais maintenant, il va discuter avec quelqu'un qui a été missionné par un décret pour réaliser une mission d'ECF. Il est un professionnel reconnu en tant que tel qui apporte une garantie professionnelle de même nature que celle de l'inspecteur des impôts, sous le contrôle du juge, bien entendu, parce qu'il y aura toujours sur ces questions. Et j'ai pris à juste titre la question des provisions, qui sera celle qui sera dans la pratique à l'avenir sans doute la plus débattue. Mais vous êtes, les experts comptables, enfin ceux qui vont faire des ECF, sont placés dans la discussion parce que l'entreprise va dire, attendez, moi j'ai eu un professionnel qui m'a dit que c'était bien, qui a regardé l'affaire, qui a le dossier de travail, le même que vous. Alors maintenant, je vois bien où les choses vont se passer. C'est que l'inspecteur des impôts, par rapport à l'expert comptable, il aura un élément supplémentaire, l'entreprise n'a pas donné tel ou tel document, etc. Le vrai sujet, vous l'avez soulevé à plusieurs reprises, Patricia, c'est la question de la bonne foi. Et c'est par l'absence de bonne foi, que tout ce qu'apporte le CF pourra disparaître parce qu'on dira « Ah, vous n'avez pas donné, donc vous n'étiez pas de bonne foi, par conséquent, ça ne sert à rien. » Ça, c'est l'avenir de demain, c'est pour ça que j'aurais voulu voir le bébé devenir majeur. Mais on verra plus tard. Mais malgré tout, c'est pour la profession, c'est quelque chose de tout à fait important. Oui, je plaide un peu trop pour cette ECF, je l'accorde, mais il y a un peu de retard. Il n'y a que 21 000, vous m'avez dit. Ça fait à peu près 1,5 par expert comptable. Le vrai score, c'est pas beaucoup. En 2022. L'année prochaine, je suis prêt à parier, il y en a 100 000. Ah oui. Je suis sûr qu'il y en aura 100 000 l'année prochaine avec tout le travail que vous avez fait. Je suis à peu près sûr que... Et les explications que avec la promo qu'on fait, Jean-Pierre, je pense qu'il faut viser même 500 000. Voilà. Ça, moi, je suis mieux. Précis. Voilà. Alors, on a mis en place au niveau de l'institution tout un tas de documents à votre service, des lettres de mission, des fiches clients qui détaillent. On a une superbe formation qui est organisée par l'ASFOREF, auquel que tu animes, Jean-Pierre, qui dure... Encore vendredi. Voilà, vendredi, où là on va détailler tous ces différents points et le travail qu'il y a à faire. Voilà, formation du CFPC proposée par l'ASFOREF. Et puis on a un outil... que vous pouvez retrouver sur Je Signe Expert, qui est la plateforme du Conseil supérieur, dans lequel on a un guide qui vous permet de produire un compte-rendu de mission en y répondant, soit de manière détaillée, en suivant les différents points, soit de manière rapide, accélérée, puisqu'une fois que vous aurez compris ce qu'on attend de vous dans chacun des 10 points de contrôle, il n'y a pas besoin d'aller dans le détail à chaque reprise. Voilà, on a gardé 1 minute. Pour les questions, on va essayer de prendre 5-10 minutes. Si vous avez des questions dans la salle, vous avez des micros qui sont positionnés sur les bords. Et comme on a... voilà, alors c'est possible d'allumer la salle et d'éteindre peut-être un peu les spots qu'on a dans la poire. Pour vos questions, je suis sûr qu'elles sont nombreuses. Alors qui s'occupe de gérer ces histoires de lumière et de micro? Parce que là, on n'y voit rien du tout. C'est personne. Une personne qui est vraiment en face de nous. Alors. Ah voilà, donc là, on a un peu éclairé la salle. Alors vous avez un micro, madame, qui est dans l'allée, ici, là. Il y en a un autre là, et il y en a un troisième là-bas. Comment gère-t-on le visa de l'OGA et le CF? Parce que sur la même IAS, on a un visa OGA, et on peut avoir un visa OGA et ECF. Qu'est-ce que ça couvre quoi l'un et l'autre? Alors, les OGA, en fait, ont de leur côté deux missions
qu'ils peuvent accomplir donc jusqu'en 2023, enfin 22 compris. Vous savez qu'avec la réforme, avec la suppression de la majoration de l'abattement de 1,25, c'est une suppression qui est progressive, qui va de 2020 à 2022, cette suppression. Les OGA continuent pendant cette période transitoire à mener leurs deux examens, qui sont donc l'examen périodique de sincérité et puis l'examen de cohérence et de vraisemblance qu'ils doivent mener également. Donc ça, c'est tout à fait, ça continue comme avant, je dirais. Et puis l'ECF est arrivé comme une prestation de service complémentaire. Donc, les deux, j'ai envie de dire, peuvent être menés cette année avec une petite adaptation sur le plan juridique que nous devons faire. Il y a un décret en Conseil d'État en ce moment parce qu'il faut adapter l'annexe 2 du Code général des impôts qui, aujourd'hui, limite le champ d'intervention des OGA à leurs adhérents. Donc, pour permettre d'élargir les bénéficiaires de l'ECF, nous devons adapter notre cadre législatif, réglementaire. Et donc, un décret est en Conseil d'État et je crois que des textes ont aussi été soumis pour examen aux fédérations des OGA. Donc, vous pouvez cocher la case ECF qui est prévue en supplément de l'examen mené par les OGA. C'est complémentaire. Enfin, dans la tête de beaucoup d'experts comptables, la fin des OGA fera que le budget qui était consacré par le client entreprise individuelle à cette mission sera basculé sur un ECF. Enfin, j'ai beaucoup de confrères qui voient un peu les choses comme ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? On a été bon, hein. On a été clair. Oui, sans doute. Il y a une question que quelquefois on pose. Oui. Est-ce qu'il y a un dossier de travail qui doit matérialiser l'ensemble des contrôles? Et ce dossier de travail, est-ce qu'il est à la disposition de l'administration fiscale? Alors, en effet, par rapport au schéma d'audit, on vous donne une méthodologie pour conduire vos travaux. Et donc, vous devez vous constituer effectivement un dossier, comme c'est le cas quand vous faites la révision comptable. Vous devez tenir à notre disposition le compte-rendu de mission et les pièces qui l'appuient sur le délai de la prescription. En revanche, on ne vous demande pas de produire votre document de travail, mais je vous conseille de garder vos travaux, notamment pour, comme Jean-Pierre le disait, il va y avoir une discussion éventuellement qui peut s'instaurer entre l'inspecteur des impôts et l'expert comptable. Donc c'est important à ce moment-là de pouvoir établir quelles ont été vos diligences, quels points vous avez regardés, quelles recommandations, quels conseils vous avez donnés à l'entreprise. C'est plutôt dans ce cadre-là qu'il faut bien ménager, bien conserver ces documents de travail. Ça veut dire, si vous permettez, qu'il n'y a pas dans votre perspective de droit de communication en dehors d'un contrôle sur le dossier de travail. Ça ne fait pas partie des pièces qui sont visées par le L85 ou L83 du LPF. Donc, ce sont des documents internes et préparatoires qui vous concernent. En revanche, ils sont de nature à nous éclairer. Donc, dans un esprit de coopération et de transparence, je pense bien de pouvoir ouvrir ce document, ces éléments de travail pour nous éclairer dans telle ou telle approche sur les points. Mais ça ne fait pas partie des éléments qui sont requérables. Et juste, si je permettais, parce que comme j'ai quelques mots aussi des remontées de terrain, et que sans doute ils sont plus à l'aise avec moi qu'avec vous, madame. Et donc, il y a une question, une interrogation, c'est sur, entre guillemets, les graves anomalies qui sont évoquées dans le compte-rendu de mission, alors que dans la vie, on n'y pense pas trop. L'idée est assez simple, c'est de dire, est-ce que le code de procédure pénale nous est applicable, et notamment l'article 40,
comment faire, puisqu'il évoquait que, alors, l'expert comptable se dit, moi, je ne suis pas visé par l'article 40. Est-ce que vous pensez qu'une entreprise va me confier un examen de conformité qui va déboucher sur un article 40 ? C'est la première chose. Et la deuxième petite idée qui est aussi dans le contrat de mission, c'est la déclaration des factures, des fausses factures, grosso modo. Il y a un cadre en disant, mettez-moi les factures douteuses, avec la référence et les conséquences en TVA et en impôt direct. Alors, quand on regarde ça, il me semble, mais je peux me tromper, ça reste... Peut-être ça va changer, peut-être vous pourriez, madame, le faire changer, parce que, comme c'était une mission dans l'esprit, qui est faite après le dépôt de la déclaration, par une intervention d'un tiers indépendant sur une entreprise dont il peut découvrir des choses. Là, évidemment, quand c'était ouvert, si je puis me permettre, au CAC, au CAC, c'était un peu cette conception, une mission de substitution qui intervenait après le dépôt de la déclaration, fait par l'entreprise, etc. Mais là, on est dans un cadre un petit peu différent. Et je disais tout à l'heure à Frédéric Iannouchi, je disais, je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de cases qui seront remplis sur ça. Mais quelle est votre conception derrière ces deux petites incises vers la révélation de fraude ? Alors, sur l'article 40, ce qui est clair juridiquement, c'est que nous, l'arrêté, il n'a pas pour objet d'étendre le champ de l'article 40 du Code de procédure pénale. Voilà, c'est pour alors, juste petite précision pour que tout le monde suive dans la salle. C'est l'obligation de dénoncer au procureur de la République des infractions pénales. Donc, qui s'applique à tout fonctionnaire en fait. Et à certains, alors je ne sais plus quelle est l'expression, corps constitué, mais... Enfin bon, on n'y est pas astreint, voilà, en tant qu'expert comptable. Si vous n'y êtes pas, vous n'y êtes pas. Et ce n'est pas nous, par notre arrêté ECF, qui pouvons juridiquement vous y mettre. Donc le sujet, alors, on n'aurait peut-être pas dû mentionner cet article 40, parce que ça fait peur, alors qu'en fait, la portée réelle est très, très résiduelle. Voilà, donc sur les factures douteuses, oui, c'est vrai, sur le constat que spontanément, on ne s'attend pas à ce qu'il y ait beaucoup de cases remplies. On ne vous demande pas de nous envoyer les factures douteuses non plus dans le compte-rendu de mission. Ce qu'on vous demande, c'est si votre audit a conduit au dépôt d'une déclaration rectificative parce que vous avez corrigé tel ou tel point, de nous l'indiquer. Voilà, pas plus. Donc, on ne vous a pas demandé de nous adresser les factures douteuses, d'autant qu'il n'y a pas plus douteux dans la présentation d'une facture douteuse qu'une facture normale. On est d'accord. On est d'accord. Normalement, la douteuse, elle a toutes les mentions qui vont bien. Non, donc simplement, c'est ça qu'on vous demande, c'est-à-dire que si votre action a conduit au dépôt d'une déclaration rectificative, que ce soit en matière d'impôt sur les bénéfices ou en matière de TVA, c'est de nous le signaler avec le montant de la rectification. Une dernière question de la salle ? Non ? Eh bien, de toute façon, on a déjà 10 minutes de retard. Donc, merci à tous de votre participation. Bravo et bravo.